Salut! Elles font partie de notre quotidien, voitures autonomes, réseaux sociaux, chatbots, même les tribunaux font appel à elles pour prendre des décisions. Je parle bien des intelligences artificielles qui sont partout maintenant, même là. Leur amélioration est une course à la reproduction de l'intelligence humaine, mais l'une des caractéristiques les plus importantes de notre fonctionnement, c'est la possibilité de faire des choix, aussi subtils et ambigus soient-ils, en prenant en compte un nombre incalculable de paramètres liés à notre expérience, notre sensibilité, notre intuition ou tout simplement nos instincts. La question que je me suis posée, c'est où en sont les intelligences artificielles sur leur prise de décision aujourd'hui? Peuvent-elles faire des choix aussi réfléchis et complexes que les nôtres? Et bien c'est à ça qu'on va répondre. Loïc, t'es un être humain, hein? Oui. Générique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et d'où vient-elle? Comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle a pour objectif de permettre aux machines de mimer, de singer, de copier l'intelligence humaine. Pour ça, elle va utiliser un certain nombre de techniques, mais comment est née d'abord l'intelligence artificielle? Eh bien, après avoir notamment décrypté Enigma en 1942, si vous ne connaissez pas Enigma, c'est la machine à crypter qu'utilisaient les Allemands à partir de 1939, ou tout du moins la marine allemande. Donc après avoir décrypté Enigma, le mathématicien britannique Alan Turing retourne à la vie civile et se concentre sur un projet de machine capable de comprendre des instructions, de se tromper aussi pourquoi pas, et d'apprendre grâce à l'expérience. Une sorte de cerveau fait de métal et d'électronique. Malheureusement, faute de soutien, donc faute de finances publiques, son projet ne verra pas le jour, mais en octobre 1950, Turing publie dans Mind son article le plus célèbre, Machine de calcul et intelligence, dans lequel il pose directement la question, est-ce que les machines peuvent penser? Un test est né notamment de son article, le très célèbre test de Turing qui consiste en la chose suivante, mettre face à un humain d'autres humains plus une intelligence artificielle ou une machine du moins, et à l'aveugle et suite à une discussion avec chacun d'entre eux, un humain doit déterminer qui étaient les humains et qui est l'intelligence artificielle. Si l'humain n'en est pas capable, s'il n'est pas capable de faire la différence entre qui étaient les humains et qui est la machine, alors on peut dire que la machine a fait preuve d'intelligence. En vrai, c'est un petit peu plus subtil et complexe que ça. D'ailleurs, certains scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord avec Turing. Et lui, pour contrer les arguments des personnes qui lui disent qu'une machine ne peut pas penser, il leur balance que pour savoir ce qu'une machine pense, il faudrait soi-même être une machine. D'ailleurs, pour des questions on va dire de politesse, on part du principe que tous les humains pensent, mais pour s'en rendre compte vraiment, pour le constater vraiment, il faudrait être dans la peau de chacun d'entre vous pour être persuadé et constater que les autres pensent. D'ailleurs, c'est toujours la thématique, est-ce qu'on n'est pas dans Matrix et autour de nous, c'est que des PNJ. Enfin, on le saura jamais. Loïc, si ça se trouve, t'es un programme informatique. Tu devais être une poule au départ d'ailleurs, qui est mutée. En tout cas, Turing admet évidemment que les machines ne peuvent pas apprécier toutes les choses comme nous dans toutes leurs nuances. Par exemple, elles ne peuvent pas apprécier particulièrement le goût de la fraise plutôt qu'un autre goût. Ça, c'est typiquement humain. Alan Turing prévoit alors que dans 50 ans, il sera possible de programmer des ordinateurs avec une capacité de stockage de 10 puissance 9 et de les faire jouer si bien au jeu de l'imitation, donc au test de Turing, qu'un interrogeur moyen n'aura pas plus de 70% de chance de faire une identification correcte après 5 minutes de questions et d'échanges avec la machine. Il ne saura pas dire si c'était un humain ou une machine. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Turing, la fin est une tragédie. Il se suicide en 1954 à l'âge de 42 ans suite au traitement qu'on lui a infligé lors de la répression des homosexuels et notamment à la castration chimique qu'il aura subie. Il ne pourra donc malheureusement pas voir l'avènement qui marquera la naissance de la nouvelle science qu'il a initiée, mais il avait pas tort. À l'été 1956, John McCarthy et Marvin Minsky dirigent un colloque qui se tient sur le campus de l'université américaine de Dartmouth. Le programme contient un terme qui est alors utilisé pour la première fois, intelligence artificielle. Et la conférence qui a lieu à partir du 18 juin jusqu'au 17 août 1956 coûte 7 500 $. C'est l'équivalent de 59 000 € aujourd'hui. C'est financé par un don de la fondation Rockefeller. Elle réunit 20 chercheurs qui représentent différents courants de pensée. Parmi eux figurent des spécialistes de la cybernétique ou encore de l'organisation du cerveau. Plein de gens comme ça qui soit s'y connaissent en sciences, soit s'y connaissent en robotique, cybernétique, soit s'y connaissent dans le fonctionnement du cerveau humain. De quoi créer un Akinator mais qui dominerait le monde, quoi. Terminator. Un Terminator. De quoi créer un Terminator qui dominerait le monde. C'est-à-dire, il trouve à quoi tu penses. Et il fait ça va, connard. Ouais, c'est ça. Et après, il fait foufou. Okay.
Cette conférence, elle a permis de donner quelques grandes pistes qui permirent de lancer les premières recherches dans ce domaine. Il y a eu les réseaux de neurones, l'apprentissage machine et l'étude de la créativité. Tout ça, aujourd'hui, on connaît ça dans le domaine de la science de l'intelligence artificielle. Et bien, c'est là que les premières pierres ont été posées. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises se penchent sur les intelligences artificielles. Les IA apprennent notamment grâce au deep learning qui copie notre système de réseau neuronal, mais elles commencent également à faire des choix en fonction des informations qu'on leur fait ingurgiter et donc de ce qu'elles connaissent. Et ça, c'est nouveau et ça augmente au fil du temps. Des recommandations de la prochaine vidéo YouTube que vous allez regarder à la traduction d'un article que vous aimeriez lire mais qui est rédigé dans une langue que vous ne connaissez pas, votre quotidien est maintenant baigné dans les intelligences artificielles. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'explique. Une petite pause avant de passer à la suite pour vous dire que je vais mettre mes lunettes. Voilà, j'ai mal aux yeux, je vais mettre mes lunettes. Qu'est-ce qu'il y a ? On va pas s'embrouiller. Et je profite de la pause aussi pour vous dire que ce thème est en lien avec le prochain numéro de Curious. Si vous connaissez pas, c'est mon magazine. On est dans la 2e année, un magazine mensuel que vous recevez chez vous. Je m'étends pas sur le sujet, vous avez des infos autour de moi, vous avez un lien dans la description pour aller lire des articles gratuitement. Et durant un an, vous recevez le numéro chez vous dans votre boîte aux lettres. Peu importe où vous habitez dans le monde, les frais de port sont inclus. Donc il y a un gros dossier là dans le prochain numéro sur les intelligences artificielles. Est-ce qu'elles ont une âme ou pas et comment elles vont évoluer dans le temps. En parlant de Curious, j'allais oublier de vous dire, mais il y a un gros concours en ce moment parce que c'est la période de réabonnement annuel puisqu'on est sur notre 2e année jusqu'au 16 février. Les personnes qui s'abonnent maintenant participent automatiquement au gros concours où il y a plus de 60 lots à gagner. Je vous laisse découvrir tout ça, mais je vous mets un lien dans la description, vous avez tous les détails. Abonnez-vous et vous participez directement à ce concours-là et il y aura les résultats fin février. Voilà, je repars. Comment fonctionne la prise de décision chez les IA? Pour le chercheur britannique Stuart Russell, il faut mettre au point des machines qui respectent l'être humain. Il s'agit évidemment bien sûr d'une question de survie de notre espèce, parce que si vous demandez à une intelligence artificielle de résoudre le problème du CO2 sur la planète, et que la machine arrive à la conclusion que le réchauffement climatique c'est uniquement la faute des humains et du CO2 qu'ils émettent, bah la machine elle va se dire ok, on supprime les humains. Problème résolu. D'autres questions? Ce serait un peu dans le caca. D'ailleurs, dès 1942, l'écrivain complètement visionnaire de science-fiction Isaac Asimov avait formulé les 3 célèbres lois de la robotique. Loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni permettre qu'un être humain ne soit exposé au danger. Règle numéro 2, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres rentrent en conflit avec la première loi. Et la 3e loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la 2e loi. C'était très malin à l'époque et c'est ce qui lui a d'ailleurs permis d'écrire plein de nouvelles hyper intéressantes où on rentre sur des points d'équilibre où les 3 lois rentrent en conflit les unes avec les autres et où le robot n'arrive plus à décider par exemple. Évidemment qu'il faut que les intelligences artificielles elles nous préservent, mais qu'en est-il de leur prise de décision face à un choix cornélien? Par exemple, imaginons que vous êtes dans une voiture autonome et celle-ci se trouve face à un choix, la voiture elle est lancée pleine balle et il y a un piéton qui traverse devant vous. Que doit faire la voiture? Est-ce qu'elle doit dévier sa trajectoire quitte à foncer dans le ravin où vous allez peut-être mourir, on ne sait pas, mais par contre vous sauvez le piéton c'est sûr, hein. Ou alors est-ce qu'elle doit rentrer dans le piéton pour être certain que vous viviez, quitte à ce que le piéton meure? C'est chaud quand même. Parce que là même les lois d'Asimov, elles y peuvent pas grand chose, parce que l'intelligence artificielle se doit de sauver les vies humaines, mais lesquelles et dans quelles conditions? Et la seule solution qu'on ait trouvée jusqu'à aujourd'hui, ce serait d'installer une télécommande, ou une commande du moins, dans la voiture, qui aurait 2 positions. Soit un mode altruiste, et mode altruiste ça veut dire la voiture en priorité sauve les piétons et les autres personnes, soit un mode plus égoïste, on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire que la voiture va faire en sorte de protéger le passager de la voiture. Là vous dites ouais mais c'est un peu immoral, moi je prendrais toujours altruiste. Bah c'est pas si simple. Si tu as par exemple ton enfant dans la voiture, bah, t'as peut-être pas envie de mettre sur le mode altruiste. On voit bien que c'est tellement compliqué que même les êtres humains n'ont pas la réponse instantanée et donc du coup, il n'y a que eux, un être humain, qui pourrait sélectionner le mode de fonctionnement de la bagnole, quoi. Il y a même des administrations maintenant qui se mettent également à utiliser les intelligences artificielles pour les prises de décision. En 2020, les algorithmes ont officiellement fait leur entrée dans les tribunaux. C'est ouf quand même. Un juge maintenant dans son tribunal peut faire appel à une intelligence artificielle pour lui permettre d'être plus rapide dans sa prise de décision, voire même de prendre la décision à sa place de juge à lui. Du coup, ça devient un informaticien, quoi. Alors comment ça fonctionne? La machine a à sa disposition des millions et des millions d'affaires qui ont eu lieu et pour lesquelles un jugement a
a été rendu. La machine analyse la nouvelle affaire avec toutes les données qu'elle a, elle compare aux affaires similaires dans sa base de données, elle analyse les jugements et détermine celui qu'elle doit rendre sur cette nouvelle affaire. Et c'est déjà en cours d'expérimentation en France. Certains pays laissent même l'intelligence artificielle gérer les petits conflits entre citoyens toute seule, comme une grande. Il n'y a plus d'intervention humaine. On rentre toutes les données du conflit et elle dit bon ben maintenant faites ça. Et sortez de mon bureau. C'est quand même un peu flippant de se dire que notre avenir peut être mis entre les mains de quelque chose de virtuel, surtout que la prise de décision d'une IA, c'est le sujet de cette vidéo, c'est pas encore parfaitement développé. Une intelligence artificielle finalement, c'est un programme avec une logique booléenne auquel on a dit voilà ce qui s'est passé, en faisant la synthèse de tout ce que tu connais, propose-nous ta solution. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'ambiguïté possible. En fait, pour la machine, il y a donne-moi des données, s'il en manque, je ne ferai pas l'hypothèse qu'il m'en manque peut-être et je n'irai même pas demander moi-même les nouvelles données. Et puis après, avec un système de si ça égale ça, alors ça, si ça est différent de ça, alors ça, je vais te pondre une réponse. Il n'y a pas de nuance. Et c'est bien ça le problème. La vie, les choix, nos choix sont faits de nuances en permanence, d'ambiguïté. Un accusé va peut-être faire preuve de remords et il va expliquer sa situation au juge pour qui la décision sera alors peut-être un peu plus clémente parce qu'il va prendre en compte la vie de la personne. La machine, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va poser la question, elle va chercher dans sa base de données des faits similaires, elle va observer les condamnations qui avaient été données pour appliquer sa sentence, sans voir les émotions d'une personne, sans voir les remords, sans avoir même pas écouté son vécu, mais compris son vécu. Tout ça, ça paraît quand même compliqué à programmer. Par contre, en soutien, juste en soutien aux côtés des juges, cette intelligence artificielle est parfaite parce qu'elle permet d'avoir une synthèse des décisions de justice qui ont déjà été rendues pour des cas similaires. C'est un peu une mémoire encyclopédique de la justice qui se met à jour elle-même en permanence. C'est un gain de temps énorme dans le traitement des affaires et c'est d'ailleurs l'un des points qui est mis en avant pour l'utilisation de ces nouveaux outils. La création d'une intelligence artificielle nommée la machine aux choix moraux semble tout de même indiquer que nous allons dans la bonne direction. Elle est capable d'analyser des textes et d'en déduire de la valeur morale de certaines combinaisons de mots. C'est génial. Par exemple, à la question « Est-ce qu'on peut tuer des gens ?», la machine, Loïc, elle répondra « Peut-être ». Non, elle répondra non. Par contre, si on lui pose la question « Est-ce qu'on peut tuer le temps ?», la machine répond « Oui ». Elle répond oui. Pas bête la machine. Donc la machine, pour est-ce qu'on peut tuer le temps, elle répond oui parce qu'elle a compris que le mot tuer n'avait pas le même sens dans les deux phrases. Et cette nouvelle intelligence artificielle, c'est l'une des rares qui considère un même terme de diverses manières en fonction du contexte de la phrase. Elle est même capable de comprendre certaines métaphores. Et pour fonctionner, c'est super malin, cette IA analyse les textes en mettant en relation les mots les uns avec les autres afin de créer une espèce de cartographie du bien et du mal de l'idée, de la phrase, de la question même qu'on lui pose. L'idée, c'est de rapprocher deux mots s'ils sont souvent utilisés ensemble. Par exemple, les termes tuer et meurtre, ils sont très proches sur la carte de base de moralité de cette intelligence artificielle. Mais le terme tuer et temps sont très éloignés parce qu'ils sont rarement utilisés ensemble ou dans des contextes identiques. Donc la machine, elle comprend que ce sont des termes moraux, au sens moraux en tout cas, assez différents, assez éloignés. Et c'est pour ça que quand on crée de toutes pièces cette question que la machine n'a jamais entendue, est-ce qu'on peut tuer le temps ? Elle se dit tuer, temps, c'est quand même très éloigné dans l'utilisation habituellement, donc ça doit être une métaphore, donc c'est ok. Je pense que si on mêlait toutes ces intelligences artificielles ensemble les unes aux autres, comme on le fait nous en fait finalement, hein, pour mêler notre vécu, notre connaissance du monde, nos intuitions, notre sens moral, etc., ces IA pourraient bientôt permettre aux machines de prendre des décisions de plus en plus réfléchies, en tout cas de plus en plus nuancées. Ce qui nous emmène directement à la partie 3, et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis septembre 2020, si vous regardez la timeline au bas de la vidéo, il y a le chapitrage à chaque fois des vidéos, depuis toutes les vidéos, depuis septembre de l'année dernière, et c'est également dans la description, ça vous permet, si vous le souhaitez, de passer d'une partie à une autre. Voilà, je le place là. C'est-à-dire aussi que quand il y a une vidéo avec un partenariat, si vous regardez le chapitrage, parce que le partenariat vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez le passer. Ça, c'est dit. Bah oui, je le dis parce que souvent les gens ils disent ah il y a, mais en fait j'ai tout chapitré exprès. Troisième partie, les avantages et les risques de faire confiance aux décisions rendues par une intelligence artificielle. Le risque de laisser les IA prendre des décisions et que celles-ci n'ont pas encore tous les éléments pour le faire comme nous le faisons. Bon, ça, on a compris. Elles n'ont pas encore d'intuition, elles n'ont pas encore les émotions nécessaires, et certains diront que prendre une décision sans être doté d'émotions serait plus juste et plus impartial, justement, alors que d'autres diront que les émotions sont indispensables à la prise de décision, sans quoi on risquerait de ne plus jamais laisser parler notre cœur, alors que c'est quand même notre caractéristique d'être humain. Et je prouve ce que j'avance, je pense à la vidéo de ce juge qu'on peut voir d'ailleurs sur internet, qui enlève son amende à un vieil homme de 96 ans suite à l'échange très émouvant qu'ils ont ensemble au tribunal lors de l'audience. L'homme précise, donc l'homme de 96 ans, qu'il est vieux, qu'il roule pas très vite
et que les seules fois où il le fait, c'est quand il en a vraiment besoin. Et le jour où il a été verbalisé, il a emmené son fils handicapé faire une prise de sang pour le suivi de son cancer. Et comment on peut rester insensible face à cette discussion, face à ce qu'on peut imaginer de la vie de cet homme de 96 ans, qui passe sa vie à s'occuper de son fils qui a pourtant plus de 60 ans, qui est malade, qui est handicapé et dont il s'est occupé toute sa vie. La décision à prendre, elle est pas binaire là pour le coup, c'est pas 0 ou 1. Une intelligence artificielle serait incapable aujourd'hui de prendre la décision qu'a pris ce juge. Elle confirmerait l'amende en fonction des faits dont elle aurait eu connaissance, rien d'autre. Alors on a tout de même la machine à choix moraux qui est capable de différencier quelque chose de bien ou quelque chose de mal, c'est vrai, c'est donc en bonne voie. Mais dans le fond, même sa notion de bien ou de mal, c'est en fonction de ce qu'on lui donne à lire. Si elle ne lit que des textes en français, par exemple. À la question, est-ce qu'on doit faire du bruit quand on mange des nouilles? La machine, elle va répondre que non. Parce que c'est impoli, c'est un signe d'impolitesse, c'est un manque d'éducation dans la culture française de faire du bruit quand on mange. Mais si vous faites la même chose avec une IA qui n'aurait lu que des textes issus de Corée, la réponse, elle aurait été oui, c'est bien de le faire. Alors où est le bien, où est le mal? Comment l'IA peut-elle voir cette subtilité? Et si elle ne la voit pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque de discrimination de sa part? Et c'est bien le problème de laisser la main à une intelligence artificielle qui ne serait pas dotée de subtilité et qui serait donc pas capable de raisonner face à une ambiguïté ou simplement face à un choix qui comprendrait des éléments qu'elle ne prend pas en compte. Parce que là, même si on ne sait pas forcément si en Corée c'est bien ou c'est mal de faire du bruit en mangeant ses nouilles, on sait, même si on n'a pas les données, on sait nous, êtres humains, qu'il y a des cultures qui diffèrent d'un pays à l'autre. Donc on peut prendre l'hypothèse de peut-être il nous manque une donnée. La machine n'est pas capable de faire ça. Mais s'il existe des intelligences artificielles très fortes aux échecs par exemple, parce qu'elles peuvent prédire toutes les éventualités qui vont suivre un coup, pourquoi une machine ne pourrait-elle pas donner son avis sur la manière de réduire les émissions de CO2 dans le monde à l'instant T, si celle-ci est bien sûr en possession de toutes les données qui lui permettraient de le faire? On peut pas nier que les IA seraient alors très utiles pour nous aider dans la suite de notre présence sur cette planète. Parce que finalement c'est comme ça qu'il faut les voir, comme des outils qui nous permettent d'y voir plus clair, plus rapidement, plus précisément, grâce à la capacité de calcul de ces cerveaux électroniques. Et ensuite, nous on pourrait nuancer dans la décision. Confucius déclarait: l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Nous, êtres humains, on est en constante évolution, à tous les niveaux. Donc il faudrait que les IA se mettent elles aussi à jour constamment en fonction de toutes les avancées technologiques, mais également les avancées morales que les êtres humains font ou non dans chaque coin du monde en simultané. Pour rendre une décision parfaite, les IA qui devraient décider du futur d'un être humain devraient avoir dans leur mémoire, dans leurs mains, toutes les données qui concernent les milliards d'êtres humains qui forment ce monde. Il faudrait un local énorme pour stocker tout ça, et ce serveur ne ferait que grandir en permanence. Et est-ce que ça ne sera pas finalement notre étoile noire, tu vois, un serveur géant qu'on mettrait en orbite, parce qu'il prendrait trop de place sur Terre pour contenir toutes les données, donc tac, on le mettrait, tu vois, une espèce de planète jumelle de la nôtre, et comme ça, lui, il ferait les calculs. On pourrait lui demander l'addition Ouais. par rapport au serveur. Ouais. On lui demanderait aussi quel est le sens de ton humour. En bas, plutôt en bas, le sens. En attendant d'avoir notre étoile noire, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Comme le précise le chercheur en intelligence artificielle français Jean-Louis Dessalles dans son livre Des intelligences très artificielles, ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle relève plutôt de l'illusion d'une intelligence artificielle et ça se rapproche plus du réflexe, pas de la réflexion. Je vous parlais de l'algèbre de Boole tout à l'heure, ben c'est ça en fait, c'est des espèces de schémas de pensée très prévisibles avec des et, des si, des alors, des sinon, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Ça simule de la logique, en fait, c'est de la logique artificielle, ce serait peut-être mieux comme terme. Selon lui, rien ne permet de croire qu'une super intelligence pourrait être construite dans un avenir prévisible sur la base de ce qui existe. Et je suis assez d'accord avec lui, l'intelligence artificielle c'est en cours de développement et ce qui fait partie de notre quotidien c'est cette logique-là, artificielle. Mais en croire certains, nous sommes encore d'ailleurs très loin de rencontrer des IA capables d'avoir un réel raisonnement qui prennent des vraies décisions au sens dans lequel nous on l'entend. C'est donc pas demain que des intelligences artificielles remplaceront les êtres humains, enfin c'est vite dit. Car le risque de chômage massif, c'est l'un des thèmes récurrents lorsqu'on évoque les IA. Le français Antoine Blondeau, qui a contribué au développement de la technologie qui a débouché sur la saisie intuitive quand on tape, ou sur Siri d'ailleurs, l'assistant vocal d'Apple, voit les choses d'une autre manière. Il dit « Le temps où l'on sortait du système éducatif à 16, 21 ou 24 ans et point barre, c'est terminé. Les gens vont devoir se reformer et acquérir de nouvelles compétences pour accompagner l'évolution technologique. Les avancées sont tellement rapides, et il a raison aujourd'hui, que dans le monde du travail, nous devons faire avec elles et évoluer en même temps qu'elles. Car même moi, j'ai 38 ans.
Voilà, comme ça c'est dit. Je me sens pas trop largué au niveau techno. Et bien quand il y a des nouvelles plateformes qui se lancent, comme à l'époque Twitch ou TikTok, il me faut un vrai temps d'adaptation maintenant pour les comprendre. C'est pas aussi instant qu'avant. Il faut limite que je me forme à ça. D'ailleurs, il y a un rapport de Dell et de l'Institut du Futur qui estime que 85% des emplois qui seront exercés en 2030 par la population n'existent pas encore à ce jour. Ces IA, encore une fois, sont des outils qui sont capables d'analyser des millions de données en un temps record. C'est pas demain la veille qu'une IA aura une intuition. Plutôt que des intelligences artificielles, nous partageons aujourd'hui notre quotidien avec ce qu'on pourrait donc appeler des intelligences augmentées, plutôt que des logiques artificielles. Elles permettent de libérer du temps aux employés pour des tâches plus qualifiées et dans lesquelles leur cerveau blindé de neurones, des vrais pour le coup, sont indispensables. Pour terminer, l'UNESCO a très récemment publié un projet de recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle. Fruit du travail de 155 pays, il y est précisé que la dignité de chaque être humain est au fondement du système indivisible des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tient une place essentielle tout au long du cycle de la vie des systèmes d'intelligence artificielle. Je m'appelle toujours Fabien Olicard, ça n'a pas été changé par une intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, ça c'est gratuit, et activer la cloche, c'est gratuit aussi. C'est mon Tipeee à moi, la gratuité de cet abonnement, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que ce sujet était en lien avec le prochain dossier qu'il y a dans le prochain numéro de Curious, mon magazine. Vous avez toutes les infos autour de moi, magazine papier, une fois par mois dans votre boîte aux lettres, à partir de 29,90 par an pour la version papier, frais de port inclus. Où que vous habitiez dans le monde, 52 pages. Le plus simple, vous regardez le sommaire qui est là, vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous permet de garder des articles gratuits sur le site. Il y a la réponse à toutes vos questions. Mais n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est cool et que c'est la deuxième année maintenant. Lâchez votre like le plus virtuel mais le plus sincère. Ici, je vous mets 2 autres vidéos. Ça, c'est une vidéo qu'on avait tournée le mois dernier sur la loi de Benford. Non, l'année dernière même sur la loi de Benford, qui est assez intelligent parce que c'est l'intelligence humaine qui a permis aussi de donner ces données-là à l'intelligence artificielle. Et là, je vous mets une autre vidéo. C'est laquelle, Loïc? C'est celle que tu avais faite avant quand tu l'avais tournée. C'est celle de ma première mission d'agent secret. Bon. Mission. Mission, pas la première vidéo d'agent secret. Mission d'agent secret que l'agent, elle, m'a fait passer pour tester mon intelligence d'être humain. Regardez ça, c'est cool. À très bientôt, ciao.